Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo extrêmement sérieuse qui est une tier list de la gentillesse des masters. Je suis avec Griff. Coucou tout le monde. Et oui, ainsi- ça va être très sérieux, purement objectif, évidemment, et à prendre, bien sûr, absolument pas contestable et tout ce genre de choses. Non, on est là pour faire une tier list compétitive. C'est ça. Surtout avec quelque chose comme la moralité, donc la gentillesse des gens, qui peut être très dépendre des points de vue, des trucs. C'est évident qu'on va faire quelque chose de purement objectif et sacro-saint. Mais bon. Mais bon, l'avantage c'est de s'amuser, d'en parler un peu comme ça fait que, voilà, s'il y en a qui se posent un peu des questions sans savoir absolument qui sont des personnages ou autres, parce que c'est vrai que bon, il y a un peu tout est accessible sur le jeu, mais peut-être un peu moins sur les histoires des gens ou leur façon de gérer les choses, donc je me Ouais, dis c'est que ça ça. pouvait être amusant, quoi. Si on parle pas souvent du lore de Malifaux, puis c'est une bonne occasion. On n'en parle pas assez, c'est vrai, mais bon. Donc effectivement, c'est toujours une bonne occasion d'en parler. Et puis mine de rien, entre ce qu'on a comme information de base sur un personnage quand on débute le jeu, ce qu'on peut trouver un petit peu à gauche à droite, et l'évolution du dit personnage, justement, ce qu'on en a avec les différents bouquins, il y a des choses. Donc il y a des choses intéressantes à raconter. Du coup, alors les arcanistes, en fait, c'est deux sous-factions fusionnées en une seule. D'un côté, c'est le syndicat des travailleurs des mines de Soulstone, et de l'autre côté, littéralement les arcanistes. Les arcanistes étant tous les utilisateurs de magie, en sachant que la magie est formellement interdite par la guilde. Et actuellement, c'est dirigé par Tony, qui est la présidente du syndicat des travailleurs, et Kairis, qui est la chef de la partie arcaniste à proprement dite. En sachant qu'au début, la faction a été formée et contrôlée par Ramos, qui a délégué son pouvoir donc à Tony et Kairis pour pouvoir aller s'occuper de ses affaires. Et Tony l'a trahi. Le nouveau commandeur général de la guilde est venu la voir en disant: «Coucou, si tu me livres Ramos, je libère tous les esclaves d'Amérique du Nord.» Et donc Tony a fait OK. En sachant que Ramos était quand même pas un mec très sympa et qu'il avait son propre plan et qu'il utilisait les arcanistes pour y parvenir. J'ai pas dit de bêtises? On est bien, on est bien. Donc du coup, effectivement, dans cette faction-là, on se retrouve avec beaucoup de gens. Certains avaient des buts très variés parce qu'en fait, ce qui les regroupe, c'est soit leurs conditions, soit surtout leur nature de mage. Et du coup, c'est pas parce qu'on a la même nature qu'on a les mêmes comportements, les mêmes ambitions, les mêmes volontés dans la vie. Donc ça fait une sorte d'alliance de fait face à l'oppression extérieure à surtout celle de la guilde, mais ça fait pas pour autant que ça s'aime ou que ça pense de la même façon. Donc ça peut être effectivement une faction très disparate au niveau des intentions, des volontés et de ce genre de choses. Ouais, c'est ça, au final, c'est un peu les résistants contre la guilde, côté humain. Totalement, ouais. Ça fait très ça. Et ben commençons par le premier master, du coup, Tony. Ah, Tony. Justement, on commence à arriver dans, allez, à quel point on peut être sympa, mais quand même faire des choses pas très sympas non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, Tony, c'est quelqu'un de très dévoué, qui se bat pour les autres, littéralement. C'est à la base, elle était recrutée par, elle était dans les travailleurs et elle a été recrutée par Ramos pour faire un peu le sale boulot. C'est-à-dire se battre, aller s'occuper de problèmes qui étaient, mais dans un but un peu de protéger les autres. Et donc du coup, on est sur quelqu'un qui effectivement n'hésite pas à salir les mains quand il le fait, quand il le faut. Bon, maintenant qu'elle est devenue la chef de tête de son syndicat, elle le fait moins pour justement garder son groupe le plus propre possible. Mais en son temps, elle a eu fait, et donc justement, on peut parler de ce temps-là. Elle n'hésitait pas à aller casser des gueules ou à aller faire des choses comme ça, mais dans un but d'aider des gens derrière. C'est pas juste pour son propre profit d'aller taper des choses. Donc, à quel point on peut trouver quelqu'un est sympathique quand il vient vous péter la gueule? Disons que Malifaux est quand même un monde plutôt pourri dans tous les sens, hein, et c'est difficile de faire les choses sans jamais se salir les mains. Mais après, C'est c'est vrai. plus les intentions qui comptent. Moi, je la C'est vrai. classerais dans sympa quand même. Je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, la dernière catégorie, il va y avoir que quelques rares exceptions qui vont aller dedans. Bah Parce ouais. qu'effectivement, comme tu dis, Malifaux est un monde, il faut se dire que c'est un endroit où on ne peut pas accéder facilement. Donc du coup, s'y retrouvent soit ceux qui ont des passe droits, soit ceux qui vont pour des raisons très très importantes,
soit ceux qui se trouvent à magouiller ou qui n'ont pas le choix parce que genre sur Terre ils se font pourchasser, ils ont des dettes pas possibles derrière ou tout ce genre de choses. Ou alors c'est chez eux. Ouais. Donc forcément c'est sûr que oui ça change aussi la notion de bien et de mal. On n'est pas dans un monde où d'y être juste et mener sa petite vie tout seul de son côté, c'est vraiment encore moins facile que sur Terre où on peut se dire on n'est pas obligé d'être violent ou de se saper des fois. Dans le monde de Malifaux effectivement c'est quand même pas facile. C'est ça, mais surtout que dans l'histoire de Malifaux, si je dis pas de bêtises, la guilde a aussi le pouvoir sur Terre, et la vie est pas très facile quand même sur Terre, c'est pas que la ville de Malifaux. Plus le monde effectivement le monde de Malifaux est une chose, sur Terre c'était la merde aussi, mais ça l'était pas trop à un moment donné, mais ça l'est devenu très vite avec des portails qui sont ouverts, le Burning Man qui est allé, des conflits qui ont éclaté entre pas mal de puissances quand la guilde a commencé à perdre son emprise, ce qui fait que la guilde est loin de régenter toute la Terre et conflits qui se passent à gauche et à droite. Donc oui, c'est la merde aussi sur Terre, hein. Mais on va dire que la Terre étant plus grande, c'est plus facile de se trouver un petit coin peut-être où tu peux être tranquille. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même envoyés en refuge sur Malifaux pour échapper à la violence chez eux. Donc voilà, c'est jamais facile nulle part. Mais on va dire que comparé à notre Terre à nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'être tranquille dans son coin. Hum. Et alors la V2 de Tony? Bon, Tony finalement avec l'arrivée du Burning Man, elle a pas tellement changé. C'est D'ailleurs, ça. ouais, Son vas-y. rôle a changé en fait, mais sa mentalité, elle est restée un peu sur la même chose. C'est-à-dire qu'elle a changé sa façon d'être parce enfin de se comporter parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et on va dire que pour arriver à ce poste, du coup, elle a trahi aussi une personne qui lui faisait confiance et tout, même si effectivement Ramos était pas tout blanc. Mais pareil, c'est toujours dans un but d'aider les autres. Elle a pas fait ça pour plein de pognon ou d'autres. Elle a fait ça pour à gagner l'accession de tous les noirs derrière. Donc, et maintenant qu'elle est à son poste à son poste de dirigeante de l'Union des travailleurs, elle a encore plus de responsabilités et elle bosse encore plus pour eux, dans le sens où tout ce qu'elle fait, on va dire, c'est vraiment en avant pour eux et pour eux avant tout, quoi. Ouais, c'est ça. Elle, en fait, l'essentiel de son temps est occupé à négocier avec la guilde pour améliorer les conditions des travailleurs, pour leur octroyer plus de droits, des meilleurs salaires, des conditions de travail plus sympas, etc., etc. C'est ça, tous les gens qui dirigent des groupes ou savent ou qui ont bossé dans des syndicats, ce genre de choses, savent à quel point c'est prenant. Alors imaginez-vous quand vous dirigez un truc entier comme ça vous bouffe tout votre temps, quoi. Donc si ça vous apporte pas plus de pouvoir ou d'intérêt que ça, c'est que vous le faites et que c'est plus pour aider les conditions de chacun. Si c'est pas pour une ambition politique derrière, et Tony, bon, l'avantage c'est que vu qu'on voit son point de vue, on peut plus facilement savoir ce qu'il en est que d'autres personnes politiques dans la vraie vie. On voit bien qu'elle le fait d'abord pour les autres et pas elle pour avoir un quelconque touche de pouvoir. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle a pas voulu et qu'on lui a un peu imposé de fait plutôt qu'un choix qu'elle a fait. Hmm. Finalement, un personnage plutôt sympa. Comme quoi, faire de la boxe, tabasser les gens, on peut être sympathique, malgré tout. Et oui. Alors, Kairis, maintenant, le deuxième chef des arcanistes. C'est un personnage un peu plus spécial. Je la mettrais plus dans ambivalent, elle. En tout cas, au début. Euh, ouais, après, ça dépend. Moi, je pense qu'on pourrait même la mettre en connard, parce que... Ou connasse, c'est vrai qu'on l'a genré, c'est très mal, hein. Ouais. On aurait pu trouver un autre deuxième. Mais bon, peu importe. Mais parce que elle, quand même, elle crame directement, elle y va pas de main morte déjà quand elle bossait. Bon après, quand pour bosser pour Ramos, effectivement, c'est ce que Ramos lui demandait. Donc on pourrait dire, mais même dans son histoire, bon, elle a des circonstances ténuantes, comme beaucoup. Hein, on peut se dire, elle a vécu une enfance pas facile où elle s'est fait exploiter, tout ça et tout. Mais elle en a retiré de cette histoire que les gens, la plupart étaient des connards et que ceux qui n'étaient pas des magiciens, on pouvait s'en débarrasser sans problème. Donc elle est pas, elle est, on va dire que sa compassion s'arrête aux autres arcanistes et puis voilà quoi. C'est vrai. Après, elle a quand même eu un moment où elle détestait très profondément Tony pour avoir trahi Ramos, elle a essayé de la tuer,
Et finalement, elle s'est rendue compte que, pour le bien commun de l'Union et des arcanistes, c'était quand même bien de faire la paix, de se pardonner et de s'entendre en fait, d'éviter une espèce de guerre civile, lutter contre la guilde, et cetera. Elle a quand même un côté où, elle est un peu altruiste quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas alors, c'est vrai que c'est sa nouvelle, c'est pas dû à sa nouvelle forme sa deuxième, son évolution, ce qui lui est arrivé dans Melifo Burns, mais c'est vrai qu'on peut on peut l'attacher à une deuxième partie d'elle où effectivement, elle a quand même mis de l'eau dans son vin et elle a changé la façon dont elle voyait les choses, ben justement parce que on va dire, avant, elle était une sorte, se voyait un peu comme un objet, une juste vengeance qui était pilotée, donc elle n'avait pas besoin de réfléchir à tout ça. Ben, maintenant qu'elle a plus Ramos pour lui dire quoi faire, ben, c'est elle qui doit penser par tout cela. Et c'est vrai qu'elle reste dans sa radicalité, mais elle arrive à s'associer avec d'autres gens. Donc Mmh. Mais ça se tient, ça se tient. c'est pour ça, moi je la classerais dans ambivalent. C'est un peu. Elle est pas vraiment sympa, mais c'est pas vraiment un connard fini, donc. C'est vrai, mais bon, Connor fini, je mettrai en pire raclure, tu vois, Ah, c'est vrai. mais vas-y, on peut mettre ambivalent et on peut mettre en connasse la version Burns parce que bon, Alors, pour le pour ceux coup, qui n'ont pas ouais. suivi, c'est en fait oui, parce que les deuxièmes formes, c'est pour ça que chaque master a un double portrait, c'est parce que dans le livre, pour ceux qui n'ont pas lu Malifaux Burns, il y a une deuxième version de chaque master qui apparaît où en fait c'est l'évolution effectivement de l'histoire du personnage qui le fait changer. Certains c'est un petit peu mineur, c'est juste un petit changement d'habitude, et d'autres c'est quelque chose de très marquant et Kairis en fait partie, ça fait partie des gens qui ont été marqués par le Burning Man quand le Burning Man qui est une entité qui était un tyran, donc un des êtres qui était dans l'histoire très anciennement dans l'histoire de Malifaux, qui ont failli détruire le monde de Malifaux, qui ont été emprisonnés par les habitants de Malifaux, les Nevermore, dans différents endroits. Et bien, il y en a un de ceux-là qui a réussi à s'enfuir et qui a fusionné avec le directeur général de la guilde de l'époque, et ça a fait une nouvelle entité complètement cataclysmique, qui est le Burning Man, qui s'est mis à s'enflammer, voler dans les cieux et apparaître, disparaître de façon aléatoire en générant des ouvertures sur des horreurs d'un peu partout dans ses eaux et de foutre un peu le bordel partout. Et du coup, il est arrivé à Malifaux. À la base, il est apparu, il est là-bas être créé sur Malifaux, il est parti, il est apparu sur la Terre, et récemment, il est arrivé sur Malifaux, justement, et ça a commencé à refoutre le bazar. Et il y a des gens qui ont été plus vulnérables, qui ont plus été empreints de sa marque et de sa présence magique que d'autres. Et ça fait qu'Aerys en fait partie. Bon, vu son affinité au feu, on aurait pu s'en douter. C'est ça, et en fait, si je dis pas de bêtises, ça a marqué particulièrement un master de chaque faction, et chacun est devenu un peu fou, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu un master de chaque faction effectivement, mais ça dépend. Le traitement est mais effectivement, on voit que pour certains qui ont été touchés directement, c'est ça. On voit qu'on se dirige lentement vers une sorte de folie autodestructrice. Mais c'est pas aussi automatique. On y reviendra quand on traitera chacun d'eux. Mais il y en a qui ont plus ou moins réussi un peu à l'éviter. Il y en a d'autres qui n'ont pas. C'est pas eux qui ont été touchés, mais quelque chose d'autre qui leur a été proche. Donc ça dépend. Mais pour le coup, de Kairis, elle a pris en plein dans la tronche et du coup, déjà qu'elle avait tendance à être un peu radicale et cramer des gens, elle a décidé de passer un pas. Surtout que maintenant, elle a plus à se préoccuper de tout ce qui est, on va dire, gestion des travailleurs ou d'autres parties. Elle se contente de gérer la partie résistance violente contre la guilde et dans violence, elle décide d'y aller en commence par quatre chemins, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que là où Tony est plutôt modéré et se dit, bon, bah, enfin, on essaie d'améliorer les choses, Kaeris se dit, bon, la guilde, ça serait bien s'ils n'existaient plus du tout et autant tous les tuer, quoi. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. On a deux façons de gérer un conflit, c'est-à-dire qu'effectivement, Tony, c'est un peu. Alors, on peut faire des parallèles, et c'est là où c'est amusant. On peut faire des parallèles un peu avec la lutte pour les Noirs, avec d'un côté, il y en avait un plus modéré, et c'est ce que c'est un peu fait en train de faire Tony. Un peu, on voit que Tony elle est en train de prendre un pas un peu plus modéré, là où Kairis est en train de se radicaliser d'autant plus. Et ça fait un peu le parallèle avec le mouvement des Black Panthers, qui d'un côté on fait des choses de plus en plus terribles, là où un autre penchant qui essayait d'avoir des accords et d'arranger des choses légalement, quoi.
Ouais, 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 Kairi, c'est vraiment du terrorisme à l'état pur, pour le coup. C'est ça. Et malheureusement, là où on disait au début que ben, elle a quand même trouvé de l'eau d'un mètre, de l'eau dans son vin, s'arranger et tout, ben, l'influence du Burning Man est en train de s'aborder tous les bons efforts qu'elle avait pu faire et de la faire vriller de plus en plus, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc pour l'instant, on peut la mettre en colère, mais on verra. Hein, mais si elle finit dans pire raclure, ça sera pas vraiment étonnant, quoi. Elle a commencé à y mettre un pied dedans, quoi. Ouais, elle descend. À descendre, ça s'arrange pas malheureusement. Alors, passons à Colette. Alors, qui est Colette? Colette, c'est une patronne de cabaret qui s'occupait de toute la partie trafic des arcanistes. C'est elle qui leur apportait de l'argent en se débrouillant pour revendre les soulstones qu'ils arrivaient à voler, etc. Donc en fait, elle a des intérêts financiers avec les arcanistes, mais elle fait partie vraiment ni de la faction de Tony, ni de la faction de Kaeris. C'est ça, ouais. Elle est dans les Arcanies parce qu'elle a des pouvoirs magiques, mais sinon, effectivement, elle, ça fait partie des gens qui sont là purement par intérêt personnel. Elle a un groupe avec elle qui sont tous ceux qui travaillent avec elle, qui font un peu partie de sa famille et qu'elle aide et dont elle se soucie. Et elle va, et son principe étant de rendre des services, elle n'hésite pas à rendre des services à plein de gens et tout, mais c'est contre intérêt, contre marchandage, et le tout c'est de s'en sortir. Alors, comment on la classe, elle? Est-ce qu'elle est Bah, plutôt ambivalente. neutre, ambivalente? Ouais, mais Oui, 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 c'est pas un chef mafieux violent. ambivalente, voire même, on pourrait presque la même sympa parce que elle fait entre guillemets que du trafic. Bon alors, ok, du trafic et des terroristes, mais de l'autre côté, du trafic qui, parce que ces terroristes sont comme elle et que si on la chope, si on chope qu'elle est une sorcière, elle finira avec eux. Mais en soi, ouais, elle mène pas d'action violente contre les gens. Elle fait pas partie de tout ce pan-là du côté Kairis de l'histoire. Ouais, non, non, on peut même dire qu'elle est sympa, effectivement, parce que en soi, à moins qu'on déteste les magiciens, on n'a pas grand-chose contre elle, quoi. Ouais, elle fait pas de trafic de drogue, elle menace pas les gens, Bah, elle fait du trafic de soulstone ou plein d'autres choses qui sont des armes très puissantes qui, ben justement, utilisées par Kairis et tout, tuent des gens et tout. Donc, on va dire, est-ce que tu vois, par exemple, est-ce qu'un trafiquant d'armes est quelqu'un de sympa? Pas Voilà, vraiment, on, mais on- on est d'accord, on peut se le poser comme question. Mais voilà, mais bon, on va dire qu'elle trafique pas que ça non plus. Elle veut dire, elle est pas spécialiste dans le trafic d'armes, elle est spécialiste dans le trafic de Soulstone principalement parce qu'on va dire que c'est ça sur lequel la guilde met un gros embargo. Et la raison principale de la raison de la guilde sur Malifaux, c'est pour s'emparer des Soulstones, de ces pierres âmes qui servent de réserve magique en fait, parce que la Terre, elle a perdu sa magie, est en train de perdre définitivement toute trace de magie, et du coup le seul moyen c'est d'avoir des Soulstones, et ces Soulstones se trouvent énormément sur Malifaux. Donc du coup, principalement, elle fait un réseau de ça. Mais bon, on pourrait dire qu'on pourrait arguer que ces soulstones peuvent servir à plein de choses. C'est pas comme un fusil, quoi. Je veux dire, un fusil, bon, principalement, à part tuer quelqu'un ou servir de décoration, vous pouvez pas en faire grand-chose. Une soulstone, c'est de la magie. De la magie, vous pouvez soigner des gens, vous pouvez faire des explosions, vous pouvez faire... bon, c'est de l'uranium, quoi. Enfin, tu peux t'en c'est servir ça, pour faire de l'électricité, tu peux t'en servir pour faire des bombes. totalement. Donc voilà, donc en soi, ce qu'elle fait, bah, c'est pas si grave. Par contre, c'est à quoi ça peut servir, ça peut être. Mais j'ai envie de dire, ça, malheureusement, c'est pas de son fait. Ouais, ça marche. Et bon, avec l'arrivée du Burning Man, etc., bon, elle a pas tellement changé ses activités. C'est ça, on fait partie des gens qui n'ont pas trop évolué. Ce qui a changé un peu, c'est que justement, elle a mis un peu en arrêt son activité à la base, elle faisait surtout elle a un cabaret en fait, elle faisait beaucoup de spectacles et de temps en temps, elle faisait un peu son activité contre derrière. Là, son cabaret a connu un petit incident. À cause de gens qui sont venus se foutre la gueule dessus, ça a explosé. Donc du coup, elle est en train de faire restaurer son cabaret en fait, et du coup, bah, ça met un peu un arrêt à ses activités d'organisatrice de spectacles et prestataire de spectacles les mêmes. Et du coup, elle se concentre d'autant plus sur son activité de trafiquante parce que bah, justement, il faut bien financer une construction de théâtre et, ben, il faut bien faire de l'argent en attendant, vu qu'on ne le fait pas avec les spectacles qu'elle faisait, parce qu'elle faisait quand même les spectacles les plus cotés de toute la ville de Malifaux, quoi. Ouais, c'était un cabaret plutôt connu. C'est ça. Donc oui, elle, voilà, elle était peu affectée, on va dire, en tout cas personnellement. Il y a eu des choses qui ont changé, mais il n'y a pas eu de quoi faire des grands virements, quoi. Hmm. Alors, Sandip.
Ah, Sandip. Un gars très sympa, mais qui a des problèmes à cause de possession démoniaque. C'est un peu ça. Hein. Alors oui. Du coup, Sandip, c'est un moine, enfin, ouais, une espèce de moine indien qui avait son maître qui s'est fait tuer et il a récupéré le bâton de son maître, enfin l'arme de son maître, dans laquelle était enfermé Banasuva, qui lui sert de totem dans le jeu et qui est une espèce d'esprit maléfique très en colère. Et il lutte un peu en permanence contre Banasuva pour ne pas se mettre en colère et tuer des gens. C'est ça. Ceci étant dit, lui, pour le coup, je le classerais vraiment tout en haut dans trop gentil. Parce C'est que... vrai que Ouais. oui, les actes maléfiques qu'il fait, c'est parce que c'est le démon qui l'y pousse et c'est quand quand il perd le contrôle. En soi, lui, effectivement, il est resté. C'est un scolastique, c'est un professeur surtout. Il aime beaucoup enseigner aux gens et il sert d'ailleurs principalement chez les arcanistes à enseigner leur contrôle de la magie aux jeunes magiciens qui se découvrent ou même aux autres. Et il est réputé pour ça et il va pas principalement, il va pas sur le terrain. Il sert plus à ça qu'à autre chose. Et effectivement, c'est quelqu'un de profondément gentil, d'où le fait de base, d'où le fait que sa malédiction le pèse et le pousse à des extrémités qui le désolent, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y avait une histoire dans le livre de base où il s'était fait tromper par Rasputina, il avait condamné à un sort horrible une personne qui était venue lui demander de l'aide, et ça l'a marqué profondément, il s'en est voulu terriblement, etc. Enfin, vraiment, lui, c'est un bisounours, quoi, dans ce monde. C'est ça, effectivement. Et non, malheureusement, ça fait partie effectivement des quelques personnes qu'on peut dedans qui a pas prêt, qui est pas prêt de continuer d'arrêter d'en chier là-dedans parce qu'effectivement, Ben, il n'a pas cédé pour l'instant au penchant. Peut-être qu'un jour il finira et là, ça sera le découpillage total, mais pour l'instant, il tient bon. oui, tiens bon, et pour l'instant, ce serait même presque l'inverse. Et parce que donc sa version Burns, euh, il a été, enfin, comment dire, il a résisté très fort à l'appel de Banasuva, justement, et il a atteint une espèce d'état de paix intérieure profond, il a acquis un plus grand contrôle des éléments autour de lui grâce à ça, et en ce moment, il est plutôt... enfin, lui, il va plutôt dans le bon sens, en fait, contrairement à Kairis, qui fait que descendre. C'est vrai. Ouais, effectivement, pour l'instant ça va très bien, mais on met toujours des parenthèses parce que c'est Malifaux. Malifaux, il se passe toujours des saloperies et on n'est jamais à l'abri que paf, que d'un coup tout explose et autres. Donc, mais oui, mais pour l'instant, lui, il y arrive bien. Si tout le monde gérait aussi bien ses problèmes personnels que lui, ça serait quand même vachement mieux. Oui, C'est un bon exemple. et lui, bon, enfin, c'est vraiment un moine, c'est-à-dire, il est un peu, il aime, lui, enfin, ce qui l'intéresse, c'est de vivre sa vie avec ses livres dans son coin, méditer, aider les autres, enfin, il n'a pas Oui, beaucoup d'intérêt, quoi. c'est ça, il est de pratique hindouiste, si je me trompe pas, du bouddhisme même, Probablement, ouais, quelque chose comme si je ça. me trompe pas, et du coup, voilà, c'est dans cette idée de sérénité, de paix intérieure, et de tout ce genre de choses, et donc, du coup, attache assez peu d'importance à la réussite personnelle, ou la richesse, ou tout ce genre de choses, donc, Ouais, c'est ça. voilà. Alors, un autre personnage, qui est Marcus. Ah, la Alors, loi de qui la est jungle. Marcus? Exactement. Est-ce que tu peux Bah, à nous la parler base, un peu plus? Marcus, Ouais. oui, c'est intéressant parce qu'à la base, c'est un professeur. C'est un professeur en médecine qui a longtemps enseigné et qui, à un moment donné, en apprenant que sur Malifaux, il y avait des créatures qu'on ne voyait nulle part ailleurs, il a décidé de s'y rendre pour voir un petit peu comment c'était, comment ça se passait, et de tester un peu lui-même des théories qu'il avait un peu sur l'évolution, sur comment se comportait l'être par rapport à l'animal, ce genre de choses. Et en s'y rendant, il a eu quelques mésaventures. Il a découvert le monde de la nature de Malifaux encore plus sauvage qu'il n'avait jamais connu. Une nature beaucoup plus brute que celle qu'on connaissait sur Terre, parce que beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus influencée
justement la marque de l'homme. Et là, justement, il a retrouvé un peu une nature brute et ça l'a marqué au point qu'il a décidé de rejoindre cette nature et de laisser tomber avec tout ce que la civilisation humaine et ses dictates et ses façons de faire voulaient imposer à l'ordre naturel des choses. Et du coup, il a décidé de faire corps et âme avec cette nature et du coup d'en suivre ses principes. Donc, c'est-à-dire que suivre ses instincts et pas plus, entre guillemets, se prendre la tête que ça. Et si je dis pas de bêtises, il est devenu copain avec Titania, c'est ça? C'est ça. Mais alors, donc du coup, il a commencé à mener sa vie. Il est lié aux arcanistes parce qu'il a toujours des liens avec eux, notamment avec un ordre qui l'aide dans ses expérimentations et qui surtout lui donne des fonds. Donc du coup, en échange, il leur rendait quand même un petit peu il leur rend quand même encore des services, mais c'est vrai qu'il est quand même très isolé de son côté, à faire plutôt sa vie et à peut-être lutter de fait contre la guilde d'autres organismes quand ils viennent s'installer dans le coin où il est, euh, mais pas plus que ça. Et effectivement, quand Titania s'est réveillée, Titania qui est une être Neverborn, qui était une reine ancienne chez les Neverborn à l'époque des tyrans justement et qui a combattu les tyrans et qui a ensuite été enfermée par son peuple. Et quand elle s'est réveillée du côté où était Marcus et du coup Marcus a décidé en bon être naturel de se dire jusqu'à présent j'étais l'alpha dans le coin où j'étais. Si elle se dresse pour être l'alpha, on va faire un petit combat d'alpha, on va voir qui a gagné. Bon, du coup, ça n'a pas été lui, et du coup, il s'est soumis en se disant que c'était l'ordre naturel des choses. Rien ne l'empêche dans sa tête de se dire que peut-être plus tard, il pourra regagner et reprendre une place de leader, mais sinon, ça ne le dérange aussi pas plus que ça, d'autant que du coup, derrière, elle l'a épargné, et elle lui permet de continuer à officier comme ça lui plaît dans le coin de nature de Malifaux où il est. Donc, il est assez content. Par contre, il a eu un autre problème, c'est que il y a un monsieur Cooper Jones qui est de la guilde des explorateurs, de la société d'explorateurs, qui lui sa chasse c'est sa grande passion et que du coup la chasse des animaux de Malifaux c'est fantastique parce que ça fait plein de challenges qu'on peut pas avoir sur Terre et bizarrement Marcus n'a pas du tout apprécié qu'on s'en prenne pour le sport aux animaux qui sont sous sa tutelle, donc qui sont partis en guerre totale et de longue durée entre eux. Donc voilà, Ouais, non, ça l'occupe. c'est logique quoi, qu'il soit complètement ennemi, enfin, le C'est concept ça. même. Alors du coup, Oui, comment on le classe le petit Marcus? Parce que est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Finalement, il est très neutre, non? c'est ça, on est sur les lois de la nature. Donc, est-ce qu'on considère que la nature est mauvaise quand un animal te saute à la tronche et te bouffe? Bah non, c'est parce qu'il le fait, parce qu'il a faim en soi. Ou que tu viens l'esclavagiser la gueule ou pour, on va dire, détruire son habitat naturel. Mais sinon, en soi, il n'y a aucune raison qu'il vienne te foutre sur la tronche. Mhm. À part si les arcanistes lui demandent un service pour un truc, mais c'est quelque chose qu'il accepte de moins en moins et comme je le dis, qu'il est de plus en plus séparé, donc Ouais, c'est on le quelque met chose au milieu alors du coup. ah ouais, oui c'est ça, tu peux mettre sa version évoluée aussi parce que lui Burns, du coup, à part sa soumission à Titania, il a pas, enfin l'événement de Burns n'a pas changé grand chose de son côté, il est justement d'autant plus plongé dans sa guerre avec Cooper. Mais ça change pas sa façon d'être. Il a juste trouvé un adversaire un peu de son niveau, mais qui pense à l'antithèse de comme lui. Donc ça va pas changer sa façon de réfléchir, quoi. Non, le seul Ça le truc convainc même d'autant plus. ouais, le seul truc qui a vraiment changé de ce que j'ai vu, c'est que il a décidé de enfin, en gros, comme beaucoup de ses créations mouraient, il s'est dit que bah, je vais faire des expérimentations sur moi-même, et il se transforme petit à petit en bête, alors que lui était vraiment un humain avant, et donc il délaisse un peu son humanité pour bah, se transformer littéralement en bête en fait. Ouais, ça il avait toujours plus ou moins fait. C'est une évolution constante, on va dire. C'était que en fait, c'est une des versions, c'est amusant, ça se voit sur les figurines. Si vous voyez les versions de Marcus, vous voyez que plus vous remontez en arrière, plus il est âgé. En fait, plus on avance dans le temps, plus il rajeunit. En fait. Parce Oui, qu'en c'est fait, vrai. justement, c'est ça, parce que vous voyez les autres figurines, et notamment celle qu'on voit là, qui est un peu plus ancienne, il est plus âgé, il est plus vieux, et en fait, on voit les nouvelles, il est plus jeune, parce qu'en fait, il maîtrise de plus en plus, lui, sa magie, qui est basée sur justement, qu'il a étudié, qu'il a travaillé, qui est sur la métamorphose,
Et donc du coup justement sur la métamorphose d'essayer d'être justement soit de mélanger les créatures pour en faire une des nouvelles, soit effectivement faire une sorte de perfection de l'être naturel, on va dire. Enfin, naturel, la magie, donc on pourrait dire que c'est un peu la question est à quel point c'est naturel, mais c'est un peu sa magie et c'est ce qu'il expérimente de plus en plus. Donc il avait déjà fait, il continue à le faire, mais là effectivement il commence à atteindre un stade très évolué là-dedans. Ouais, enfin, arrivé à un moment, ça sera complètement un animal en fait. Ah oui, oui, bah, de toute façon l'humanité l'intéresse pas ou quasiment pas, hein. Et de toute façon, il vit qu'avec des animaux ou d'autres humains comme Miranda qui pensent comme lui et qui veulent être aussi vivre au milieu de la nature. Donc oui, il finira par être juste une bête avec peut-être plus sentiente, mais il y aura certainement, il risque d'y avoir un moment où effectivement il se retransformera plus en humain, il restera sous une forme achevée de ce qu'il estime être la meilleure forme pour lui, et puis voilà. Alors, Mei Feng. Mais Mei c'est encore Feng, du coup. compliqué aussi. Ouais. Mais, alors, Mei Feng, du coup, c'est une humaine qui est pas née à Malifaux, je crois, et qui est Non, c'est devenue. ça. Elle est née dans les trois royaumes. On va dire le royaume qui est le nom d'un pays, mais qui est un ensemble de pays asiatiques que nous on connaît, à savoir la Chine, le Vietnam, le Japon. Non, pas le Japon, justement, le Vietnam. Mais j'ai oublié le troisième. Bref. Enfin, voilà, elle était sur Terre en tout cas. Ouais, elle était sur Terre, elle est arrivée à Malifaux, et par ses talents, elle a réussi à devenir la chef de Foundry, je sais pas comment dire en français. Mais en gros, bah, les gens qui s'occupent de construire les chemins de fer. Et par contre, elle est sous la coupe des Ten Thunders, qui est une mafia asiatique. Ça. Donc du coup, oui, voilà, en fait, elle a rejoint les arcanistes, mais en fait, plus comme comme agent double. Mhm. Comme vrai agent et même si du coup après elle s'est occupée des travailleurs de la forge et effectivement du chemin de fer et elle les protège et elle considère vraiment que c'est ses gens, mais effectivement derrière elle a un peu cette double loyauté qui arrête pas d'aller en va-et-vient, donc ouais. Et pareil, un peu comme Tony, c'est un peu aussi pareil une exécutante pour les Ten Thunders. Donc quand il y avait quelqu'un à exécuter ou autre, souvent on envoyait Mei Feng s'en occuper. Ouais. Donc un peu aussi les gros bras et le sale travail, c'était souvent à elle qu'on l'a confié. Mhm. Mais effectivement, à la base, elle fait tout ça pour aider un peu les siens. Elle a été envoyée, elle est changée de Malifaux pour s'occuper, pour essayer d'aider les siens qui sont sur Terre. D'ailleurs, justement, elle y pense de plus en plus, à essayer d'organiser des choses pour aider, parce qu'en fait, les trois royaumes sont en lutte contre la guilde, même en lutte aussi interne. Il y a beaucoup de bordel qui se passe là-bas. Et elle se sent de plus en plus préoccupée par ça. Elle essaye d'aider de plus en plus, même quitte à ce que ça aille pas des fois dans le sens des Ten Thunders et que ça la mette en porte-à-faux avec beaucoup de choses. Mais on sent qu'effectivement c'est pareil, un peu comme Tony, c'est quelqu'un de très préoccupé par les gens, Mhm. par les autres, pas juste par son propre intérêt personnel, mais elle est prête à faire des choses beaucoup plus sales que Tony pour ça. Ouais. Ben, alors de ce que j'ai lu, dis-moi si je me trompe, en fait, elle est loyale aux Ten Thunders surtout parce que bah, ils lui permettent d'envoyer des choses pour aider sur Terre, mais elle a quand même cherché à plusieurs reprises à bah, quitter les Ten Thunders, mais bah, Ramos notamment lui faisait pas complètement confiance, et là chez les Ten Thunders récemment comment ça s'appelle Misaki a fait un coup d'état contre son père pour prendre le pouvoir, et bah, ça a changé énormément ce qui se passait chez eux. Mais elle a pas une loyauté folle envers les Ten Thunders. Et finalement, pas tant que ça envers les Arcanistes non plus. Elle, ce qui l'intéresse, bah, c'est ses gens, sa famille sur Terre, etc. Totalement, c'est ça. Effectivement, on n'est pas quelqu'un qui est très loyal à ses factions, qui les a intégrées plus par la force des choses que par une véritable volonté, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais effectivement, c'est un moyen pour obtenir quelque chose d'autre pour les siens, et pas une volonté en soi, une conviction de se battre à leur côté. Donc effectivement,
ses buts sont très au-delà, et donc c'est pour ça qu'elle se retrouve avec le cul entre plusieurs chaises, et elle peut pas vraiment prendre de décision parce que l'un comme l'autre, ça se voit un peu pour elle, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, comment on la classe alors? Alors là, ça va pas être facile. En ambivalent, je pense, peut-être. Ouais, c'est possible. Parce que sympa, non, elle a quand même exécuté un peu trop de sang-froid des gens. Ouais. Et elle est prête encore à le faire pour être vraiment classée en sympa, mais elle se bat quand même principalement pour les autres et pas pour elle-même, donc c'est Est-ce pour qu'elle ça que je la clasherai pas vraiment en est-ce qu'elle connard. est plus sympa que Kairis ou est-ce qu'elle est moins sympa que Kairis? C'est vrai que Kairis, on pourrait dire elle a fait ça aussi pour le bien d'autres personnes, même si aussi son bien particulier elle-même. C'est Ouais, même compliqué. si Kairis, Alors, bon... je dirais que sa première version, on peut la mettre en connard. Parce qu'à ce moment-là, elle est le bras droit vraiment des enfin, pas le bras droit, le bras exécutant des Ten Thunders, tout comme des fois des arcanistes. Et vraiment, elle va là où elle va, là où on lui demande, elle exécute, elle tue, elle se pose pas trop de... Ouais. Mais avec le temps, effectivement, elle a décidé de plus en plus de tant pis, d'arrêter d'être le petit chien fidèle, parce qu'elle a remarqué que de toute façon, on lui demandait de plus en plus, mais qu'elle n'avait pas forcément grand-chose de ce qu'elle voulait, elle, derrière. Et du coup, effectivement, on voit avec le temps qu'elle se rebelle de plus en plus, qu'elle conteste, qu'elle demande. Effectivement, elle a failli faire sécession des Ten Thunders. Au niveau des arcanistes, maintenant qu'il n'y a plus Ramos, ça fait un petit peu, elle gère un petit peu les façons de comme elle veut. Et on voit qu'elle se rebelle de plus en plus contre les choses qu'on lui demande et qu'elle décide de plus en plus de mener ce qu'elle pense être le mieux pour les siens. Donc je pense que sa deuxième version, elle, on peut la mettre en ambivalent. Voire Ouais, sympa, non, quand même? sympa parce que elle fait plus trop. Ouais, on peut même la mettre sympa parce que alors c'est compliqué de savoir parce que on nous décrit pas forcément, surtout dans la troisième édition, on nous décrit beaucoup moins en détail ce que font chaque personnage à chaque moment, tout ça et tout. Donc on sait pas trop si elle fait encore ses missions d'assassinat qu'on lui demandait avant, mais en tout cas on nous en parle pas. Donc si on part du principe qu'elle en fait plus vraiment et qu'elle est plus concentrée sur d'autres tâches, pourquoi pas. Et effectivement, son rôle, comme on le voit dans le personnage qu'elle est en termes de règles dans sa deuxième version, est beaucoup plus un rôle de support que de gros assassin comme elle était avant. Donc ça semble corréler et aller dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, la première était clairement assassin, la deuxième, elle a son masque, son fer à souder, elle répare, enfin, c'est devenu presque plus une travailleuse qu'un assassin, finalement. C'est ça se voit bien dans son aspect, ça se voit bien dans ses règles, et c'est ça qui est magnifique avec Malifaux, qu'on essaie de vous montrer un petit peu là aussi avec ce classement, plus au final que le classement lui-même, c'est montrer que l'évolution d'un personnage se voit sur plein de choses et que sans même connaître énormément de l'histoire, vous pouvez juste à travers les cartes et leur évolution voir comment un personnage évolue. C'est ça qui est cool. Ah oui, complètement. D'ailleurs, on voit sur tous les masters, quasiment Tony, sa version 1, elle est en mode, elle attire les gens à elle, elle protège ses alliés, mais elle se bat en première ligne. Alors que la deuxième version, où du coup, elle fait beaucoup plus de travail administratif, entre guillemets, elle donne des actions à son crew, elle les déplace, enfin, elle donne des ordres. Elle est beaucoup plus dans un rôle de leader, en fait, plus que juste frapper bêtement en première ligne, quoi. Ah. Passons à Rasputina. Ah, Rasputina. Aïe aïe aïe. Bon. Rasputina, c'est alors à la base c'est une pauvre personne qui a rien demandé, hein, qui est juste une magicienne et qui du coup a été amenée sur Malifaux pour être utilisée par la guilde, mais qui s'est avéré être un parfait réceptacle pour Décember, qui est un tyran du coup, donc un de ces êtres qu'on vous parlait qui ont plus ou moins ravagé le monde de Malifaux à une époque et qui ont été enfermés. Et du coup, il s'est avéré que il a trouvé un très bon réceptacle en la personne de Rasputina et du coup, il l'a possédé. C'est une possession qui est connue des hauts et des bas, donc il y a des moments où il a contrôlé presque totalement, d'autres où il en faisait vraiment son avatar, d'autres où il a été réduit à une voix beaucoup plus complaisante dans sa tête qui lui demande de faire des choses et elle obéit ou pas.
Mais du coup, on va dire que ça déjà, avoir une entité qui veut, le but de décembre, c'est d'amener le froid et la désolation partout pour que seul règne lui et les êtres de pure glace qu'il a créés et que voilà, tout le reste s'agenouille devant lui et sa puissance. Donc c'est pas quelqu'un qui est parti pour faire un programme très intéressant, très agréable. Et le problème, c'est que elle s'est plus ou moins pliée de base parce qu'elle n'avait pas trop le choix, parce que c'était quand même une entité puissante et que son esprit n'a pas réussi à tenir. Et au fur et à mesure, plus parce que ses pouvoirs, les pouvoirs de ce tyran, démultiplient les siens propres, qui sont effectivement des pouvoirs de glace et de contrôle du froid. Et que c'est quand même bien pratique pour survivre dans cet environnement très dangereux qu'est Malifaux, que d'avoir, on va dire, une grosse puissance derrière nous pour nous épauler. Et ouais, vas-y. Ouais, je disais, et tout le culte de décembre d'ailleurs. Il y avait, avant l'arrivée de Rasputina, décembre avait déjà un culte hein, de gens qui faisaient des rituels chelous à base de cannibalisme. Et elle est devenue la chef du culte quand elle a été possédée par Décembre. C'est ça, un culte qui, l'aspect qui est vénéré de décembre là-dessus, est l'aspect du Wendigo. Si vous connaissez un peu en croyance chamanique amérindienne, le Wendigo c'est un être cannibale. Donc voilà, c'est effectivement le cannibalisme frappe beaucoup dans ce culte. Donc voilà, c'est pas pour la paix des ménages, quoi. Non. Et effectivement, elle-même est une personne qui est très, on va dire, alors égocentrée, on va dire, dans le sens où bon, s'est un peu occupée des affaires du culte décembre qu'elle a intégrées et qu'elle a à sa tête, mais on sent moins son attachement profond à ces êtres-là parce qu'elle les a rejoints sur le tard, plus par nécessité que par conviction et par envie. Et après, elle a remis un peu de l'ordre, elle les a rangés un peu comme elle voulait, mais on sent pas qu'il y a un si gros attachement que ça derrière elle. Et on voit qu'elle est prête effectivement à tuer de sang-froid quelqu'un qui lui déplaît ou qui la menace pour sa survie personnelle, quoi. Oui, puis elle n'hésite pas à sacrifier n'importe qui tant que ça peut lui apporter du pouvoir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Moi, je serais tenté de la ranger dans Pire Raclure, mais je sais pas si elle en est à ce point-là. Ouais, bah de toute façon, c'est soit Pire Raclure, soit entre les deux, clairement, on est d'accord. Donc, C'est pas un pas... tyran elle-même, mais elle en est pas très loin quand même. elle en a un derrière. Elle a fait des choses effectivement pas forcément très jojo avec des gens. Elle discute encore avec des gens, donc je sais pas encore trop. Ouais, Ouais. c'est compliqué. On peut la mettre là, disons qu'on va dire que elle est à moitié, mais que son tyran à l'intérieur la pousse vers le bas. Ouais, ouais. Mais parce que effectivement, c'est vrai que bon, oui, non, bon, on peut mettre parce qu'effectivement, en soi, bon, on pourrait dire qu'elle fait tout ça pour s'en sortir dans la vie, c'est vrai, mais c'est vrai que pour s'en sortir, elle écrase un peu les gens sur son chemin, quoi. Ouais. Et avec Burns, bah du coup, Décembre s'affaiblit et elle a de plus en plus le contrôle en fait. Et Décembre lui a donné accès à la totalité de ses pouvoirs en disant bah écoute, débrouille-toi parce que sinon je vais mourir. Mais c'est clairement elle qui est au contrôle et c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est ça, c'est qu'au final, on pourrait dire, bon, la puissance c'est incroyable qu'il écrase, qu'il la pousse à. Ben, en fait, on sent que de base, elle l'a fait, on le sent, elle le fait par nécessité, mais qu'elle s'acclimate un peu au fur et à mesure de ce qu'elle fait, quoi. Donc, C'est ça. vu que Enfin, ça marche, pourquoi changer, en fait? ouais, et puis voilà, c'est pas parce qu'elle est moins influencée par Décembre que ça la tire spécialement vers le haut. On sent qu'elle a pas très bon Vas-y. fond quand même. Je suis d'accord. On peut se dire qu'en soi, elle fait pas. Elle a fait un petit mieux au sein du culte de décembre, mais bon, au final, le petit mieux qu'elle a fait, parce qu'en gros, les femmes dans le culte de décembre étaient esclavagisées, on leur coupait la langue, enfin, on les réduisait à moins que rien dans la peur, en gros, du clergé qui était masculin à l'époque. Elle les a aidés, mais bon, en le faisant, elle a massacré tous les membres du culte qui étaient masculins, donc bon. Même quand elle fait le bien, entre guillemets, elle le fait au détriment du mal de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, on la met là-dedans. Allez, très bien. Elle est très bien. Elle se réchauffera comme ça. Alors, Charles Hoffman. Ah, Charles Hoffman. tout Euh, l'opposé de Charles Hoffman. exactement, un ingénieur de génie. Je crois qu'on dit que c'est le seul humain à pouvoir égaler le génie de Ramos, l'ancien chef des arcanistes.
Mais lui, il n'est pas vraiment arcaniste. Lui est plutôt de la guilde et il collabore avec les arcanistes parce que par intérêt en fait, mais vraiment Mais parce parce que que Ramos, en ouais. fait, c'est à cause de Ramos, en fait. Disons que quand, à la base, pourquoi Hoffman est sur Malifaux, c'est parce qu'en fait, il y a accompagné son frère qui était brillant. Donc, alors même que pourtant Hoffman était considéré comme brillant, son frère était considéré comme encore plus brillant et physiquement très doué là aussi. Enfin, vraiment, c'était le modèle parfait d'être humain, entre guillemets. Mhm. Et du coup, Ramos, il avait échangé avec Ramos et Ramos l'avait invité à venir sur Malifaux. Sauf qu'en venant sur Malifaux, il y a eu des problèmes, il y a eu un accident de train. Et dans cet accident de train, le frère d'Hoffman a été grièvement blessé, certains disent mort. Mais Ramos a réussi à le maintenir en vie grâce à justement à sa technologie, à des implants cybernétiques et tout. Et du coup, ben, Hoffman a décidé d'aider Ramos à maintenir son frère en vie et à rendre service à Ramos en échange de un peu de ce qu'il a fait pour son frère. Et ça a duré comme ça un bon bout de temps jusqu'à ce que Hoffman se rende compte qu'en fait son frère depuis tout ce temps n'était pas maintenu en vie, mais en fait était mort en fait. En fait, il y avait plus quelque chose de, il y avait plus d'âme. Son corps marchait de son frère, mais il n'y avait plus aucune sentience, aucune volonté de ce qu'il était. Et du coup, il a fini par enterrer son frère et se débarrasser de ça. Il y a eu un gros ressentiment pour Ramos de l'avoir entre guillemets un peu trompé dans cette mesure-là. Mais à ce moment-là, Ramos a été capturé, Ramos a été emmené en prison et tout, et il a vu que les arcanistes étaient un peu désœuvrés et laissés à l'abandon un peu par certains aspects sans lui, et du coup, surtout pour tous ceux qui se servent d'un plan cybernétique, pas cybernétique, d'un plan aussi cybernétique pour leur vie tous les jours et tout, et du coup, il a décidé de les aider pour en plus ou moins s'en sortir, aider ceux qui étaient dans le besoin. Et ça, il y a eu l'histoire aussi des caches de Ramos, parce que Ramos avait laissé des caches, enfin des entrepôts pleins de robots qui se sont tous, enfin tous les entrepôts petit à petit, les robots se sont réveillés et ont commencé à attaquer tout le monde indifféremment. Et là, avec Joss, qui est un henchman de son crew d'ailleurs, ils se sont rendus compte que Ramos avait fait des expériences vraiment bizarres et avait transformé des gens en des espèces de monstruosités mi-homme, mi-machine. Et il s'est dit, ok, je vais aider Joss dans le dos de la guilde, entre guillemets, à trouver tous les entrepros et à tuer en fait les malheureux qui s'étaient retrouvés là probablement contre leur gré et qui étaient obligés de vivre mi-homme, mi-machine, dans des formes horribles, sans C'est ça. pouvoir y faire grand-chose. C'est ça. Joss était en fait à la base c'était le bras droit de Ramos. Et justement, du coup, quand Ramos a été emprisonné, bah, du coup, Joss s'est mis à estimer que Hoffman était la meilleure personne pour lui succéder, en tout cas dans cette partie cybernétique, et du coup a décidé de l'accompagner, de lui demander de l'aide dans pas mal de choses comme ça. Et Or, c'est pour ça qu'est-ce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la bande de Hoffman, qui étaient en fait dans la bande de Ramos avant qu'il soit emprisonné et retiré du jeu pour l'instant. Mmh, mmh, mmh. Comment Mais que du ça se coup, dit? On se dit qu'il est voilà. très gentil. C'est ça. Ah oui, oui, totalement. Trop gentil pour ce monde, Hoffman. On ne sait pas à quel point il va en prendre cher, mais même dans son travail au sein de la guilde, il est dans une section de la guilde qui s'occupe de la maintenance des technologies, justement des constructs mécaniques qu'a la guilde, et en second temps aussi d'attraper et d'enfermer toutes les justement les créations sauvages qui menacent la vie des gens. Mmh, Donc mmh, entre guillemets, il a le job, entre guillemets, un des jobs les plus clean au sein de la guilde, et, et son rôle est principalement d'aider les gens et d'aider en sorte que les machineries fonctionnent comme il faut et comme il se doit. Donc du coup, effectivement, par contre, en faisant ça, il cautionne quand même la guilde qui est un système qui écrase les gens et tout ça et tout, mais il essaie lui de le faire le plus agréablement possible, autant qu'il puisse. oui, c'est ça, il participe pas à la chasse des sorciers, il participe pas à tout ça, enfin C'est ça. Ou quand il le fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'on lui demande, et voilà. Mais lui, clairement, s'il veut arrêter quelqu'un de nuire, il va le capturer, il va pas le tuer ou quoi que ce soit de ce genre-là. mmh, mmh, mmh. Donc oui, donc clairement, lui pareil, il est aussi très gentil. Alors Et il sort comment pas trop avec. c'est ça.
Alors, de ce que j'ai vu vite fait, c'est que apparemment, il a commencé à devenir un peu obsédé par, Ramos, tout ce qu'il avait fait et qu'il commençait à vivre un peu dans l'ombre des créations de Ramos. Il s'était approprié un certain nombre de ses découvertes et cetera. Et du coup, je sais pas si, ça fait de lui quelqu'un de moins gentil ou pas. Pour l'instant, non, je pense, parce qu'effectivement, et c'est là où on voit que bon, peut-être qu'il descendra plus tard, et que ça finira par le ronger, que par à pas de la recherche ou d'autres choses, peut-être il va finir par sombrer dans quelque chose de plus mauvais, on va dire. Mais bon, ça lui fait, il a certaines obsessions et certaines choses qui l'intéressent. Mais pour l'instant, de ce qu'on en sait, il n'a pas commis des actes ou, ou une volonté qui change drastiquement de ce qu'il faisait jusqu'à présent. Ouais, d'accord. Mais tu dis, on peut commencer à voir les prémices de ce qui peut-être l'amènera à chuter et à être beaucoup moins sympa, peut-être, effectivement. Début d'obsession, début de quelque chose. Ouais, lui, il glisse plutôt vers le bas. Même si bon, c'est En pas même temps, fou. il était le plus haut. Enfin, ça fait partie des gens qui étaient parmi le plus haut. C'est-à-dire que lui, son but, c'était d'aider les gens. Il était venu sur Malifaux pour accompagner son frère. Donc, il n'avait aucune ambition personnelle parce que justement, il a toujours vécu dans l'ombre de son frère, mais sans ressentiment, parce qu'il a toujours adoré son frère et que son Mhm. frère lui rendait bien. C'était vraiment ils avaient même si des fois effectivement il était triste de pas pouvoir faire la même chose que son frère, mais il en a jamais voulu à son frère. Et c'est pour ça qu'il s'est tellement accroché à lui et à l'espoir qu'il vive en fait. Lui, il voulait de mal vraiment à personne, quoi. Et là, il essaie de faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il sait faire et d'aider le plus possible de gens autour de lui. Ouais, c'est ça. Donc Enfin, forcément, il peut que à l'usage et justement de se retrouver dans un organisme comme la guilde qui forcément, par ses décisions, va à un moment donné, peut-être amener des constructs, peut-être à mater une révolte, faire peut-être des opérations un peu plus musclées ou autres. Et si lui va devoir commander ce genre de choses, eh ben, ça va peut-être devoir effectivement virer un peu les façons. Et si lui il se met à l'accepter en se disant c'est un moindre mal, et puis ben, on commence à dire c'est un moindre mal, et après on finit par cautionner beaucoup plus de choses. ouais. Après, c'est compliqué parce que, de son point de vue, bon, même si Tony, par exemple, essaie de faire des choses bien pour les travailleurs, t'as quand même une partie des arcanistes, notamment Kairis, qui sont, littéralement des terroristes, qui brûlent des bâtiments, il y a des dommages collatéraux probablement, et cetera. Donc, Totalement. enfin, Totalement. Plein il de fait du choses. maintien de l'ordre, mais il est un peu obligé quand même. Ah mais bien sûr, c'est ça. C'est ça aussi. C'est que on peut voir la guilde comme une grande entité tentaculaire qui veut juste écraser tout le monde et tout, mais c'est un peu aussi la représentante d'un ordre social, donc et moral aussi un peu. Donc du coup, oui, ça préserve aussi mais des gens. Ça ne fait pas que préserver des intérêts malheureusement. C'est Mm. là où c'est pas évident. C'est savoir à quel point on est prêt à cautionner un ordre, peut-être qu'il est des fois unique et qu'il y a des travers et tout, mais qui, dans l'ensemble, aide les gens. Et c'est là qu'on commence à se poser vraiment les grosses questions. Ouais. Et alors, on arrive à Damien. Alors, Damien, je connais extrêmement mal ce Ah, personnage. Damien, c'est un personnage intéressant parce que typiquement, c'est un personnage qu'on a vu très tôt dans l'histoire de Kairis, mais juste dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de figurine à son nom et tout pendant très longtemps. Mais il a été cité, il y a eu toute une longue nouvelle à son sujet. Et puis plus Mhm. rien. Jusqu'à qu'on le fasse réapparaître maintenant. En fait, Damien, c'est un pur arcaniste dans le sens où c'est un mage, mais c'est vraiment, lui, c'est la compréhension, la recherche, le savoir qui l'intéresse. Et ça, avant tout. Lui, il est là pour décortiquer les mystères de l'univers et tout ce qu'il pourra trouver. Mhm. Et pour cela, un des mystères qu'il a voulu résoudre, c'est une mystérieuse chambre jaune qui est détenue par Sonia Cree de la Guilde, qui est une magicienne en fait, qui justement dirige le service anti-magie entre guillemets un peu de la guilde, c'est-à-dire le service un peu de répression des magiciens. Et, euh, et il s'avère que les cas les plus énervés ou hors de contrôle de mages qu'elle attrape, Kairis, Sonia Creed, pardon. Sonia Creed, elle les transforme au sein d'un endroit qui s'appelle la Chambre Jaune et ils en ressortent complètement métamorphosés, avec des runes sur tout le corps, rapetissés ou au contraire augmentés dans des proportions beaucoup plus grosses.
et vraiment esclave un peu de sa volonté ou de la volonté de quelqu'un à qui elle le confie. Ouais, avec une espèce d'aura d'anti-magie autour d'eux, c'est ça? C'est ça, voilà. Et des sceaux qui sont apposés qui font que ça répresse la magie au sein de cette personne-là, et par contre, ça s'en sert pour augmenter, entre guillemets, leur capacité physique. Hmm. Donc, voilà. Donc, évidemment, elle, c'est la terreur de toute la faction arcaniste, vu que c'est son job principalement, c'est de les choper eux, arcanistes, et de les foutre en tôle, voire de les foutre dans sa chambre jaune. Ouais. Donc, c'est l'ennemi désigné de la faction. Elle passe beaucoup de son temps à faire ça. Et donc, évidemment, la terreur des arcanistes, c'est de se faire prendre, de se faire amener dans cette fameuse chambre jaune. Et ben, du coup, lui, Damian, il a décidé de se faire attraper volontairement, de mettre en place tout un système où, en fait, il a mis son esprit dans une boîte puzzle, pour le séparer, en fait, et qu'ensuite, son esprit puisse lui revenir à lui avec tous les contre-sorts et autres machineries autre rituel qu'il avait mis au sein de son corps pour que quand il se fasse attraper, transformer en witchling, donc ce sont ces êtres un peu difformes, un peu rapetissés, et ben il puisse en ressortir en fait. Et donc il a vécu tout ça, ça a été dur, mais il a fini par en ressortir, et du coup il est ressenti d'autant plus motivé pour chercher encore d'autres secrets, encore d'autres choses. Et même si effectivement il a toujours des séquelles de sa captivité, notamment le fait qu'il ne peut plus vraiment se servir de magie. Ah, d'accord. Mais alors du coup, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a résolu le mystère? Il a résolu certains. Alors on te dit pas dans les nouvelles, on en parle dans le dernier livre, mais on te dit pas exactement tout ce qu'il a compris, mais on te dit qu'apparemment, en tout cas, il a trouvé le moyen de revenir déjà, ce qui est déjà beaucoup. Mais Ouais, oui, c'est déjà pas apparemment, mal. il a compris lui, il s'en intéresse plus vraiment. Ah oui, d'accord. Donc oui, pour lui, mystère résolu, a priori, il se penche sur d'autres choses. Et c'est là qu'on arrive à sa deuxième version, c'est que par contre, en se pensant sur d'autres choses, il s'est penché notamment sur une entité qui est Witness. Et Witness, c'est un tyran. Voilà, le retour Ah! de tyran. Et qui est le Witness, donc le témoin, hein, en anglais, on pourrait dire. Et qui du coup, ben justement, de fait de sa place de témoin, a été témoin de quantité de choses, de quantité de savoir. Et du coup, pour lui, c'est quelque chose d'absolument très intéressant à aller voir et à s'en approcher. Il a appris que Ramos, à travers tout ce qu'il faisait, il y a beaucoup de choses qui ont essayé. Il a essayé d'aller vers ce qui était la cache de ce tyran, parce que ce tyran était enfermé dans une soulstone géante qui a été mise dans les montagnes glacées du côté où se trouve Rasputina, justement. Et c'est en essayant de la déterrer, pour que Ramos était attrapé d'ailleurs, a été enfermé. Mmh. Et du coup, lui, il a suivi cette piste, il a continué et il est allé jusqu'au bout. Et du coup, il est arrivé jusqu'à Witness. Et ben, félicitations. Et du coup, c'est pour ça qu'il est un peu plus énervé sur cette administration. C'est parce que du coup, il s'est fait posséder par Witness. Et du coup, ça fait une personne de plus possédée par un tyran. Et ben voilà, on sait pas trop comment il va le vivre dans la suite, mais bon, hein, avoir un être séculaire qui était tellement puissant qu'il a été devenu immortel et qui écrasait la population de monde à sa botte, ben dans son esprit, et ça va pas bien se passer, voilà. Ah oui, d'accord. Et c'est tellement l'expression de qu'est-ce qui se passe quand on veut tous les secrets du monde, ben on finit par tomber par des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû savoir, où on est prêt à faire des choses pour ça qu'on va finir par regretter. Et il a commencé à mettre un pied dedans. D'accord. Moi, je pensais qu'en fait, sa version 2, c'était la version au sortir de la chambre jaune, en fait, mais pas du tout. Et non, voilà, on pourrait penser, mais non. D'accord. Non, la version, et c'est pour ça que du coup, il a un titre, le titre de son mot-clé, c'est Witness. C'est parce que c'est le nom du tyran qui le possède. D'accord. Eh ben, Donc, c'est noté. de base, il est ambivalent parce que de base, il veut la recherche pure. Il s'en fout. De bien, mal, machin et tout, ça l'intéresse pas, tout ça. Ah oui, Ce donc qu'il c'est veut, un justement, c'est la chercheur. connaissance. C'est un chercheur, vraiment. Donc, de base, effectivement, il est bien. Pour sa deuxième version, on peut le mettre au même niveau encore parce que il sait pas. C'est tout récent. Enfin, je veux dire, c'est dans les écrits du bouquin qu'on te dit comment il se fait, comment il trouve la connaissance de Witness et il se fait posséder. Donc, il n'a pas encore eu le temps de commettre des actes. Donc, on peut le même au même niveau aussi. Mais sans nul doute qu'il descendra. Sans nul doute qu'il descendra, sauf s'il arrive à s'en Ouais, libérer. d'accord. Donc en fait, c'est même compliqué en fait de savoir où on le met. On peut le mettre en D'accord. ambivalent à défaut que à Ouais. l'instant T.
vu qu'il y a juste la sortie du bouquin, il est encore là. Mais un tyran, comme on dit, on n'a jamais vu quelqu'un s'améliorer dans sa vie de tous les jours parce qu'il était possédé par un tyran. Oh non. Voilà. Mais après, il y en a qui résistent plus ou moins bien, c'est surtout ça. Bah ouais, mais globalement, il n'y en a pas beaucoup bah, qui ça réussit. Ah non, voilà, c'est ça. C'est si vous voulez voilà, comme on disait, si vous voulez un secret pour être heureux dans la vie, c'est pas de vous faire posséder par un être mégalomane au possible qui a détruit des civilisations entières et qui a été enfermé par son propre peuple tellement ce peuple n'en pouvait plus quoi. Ouais. Avec une puissance bah, quasi divine, finalement, c'est presque des dieux, les tyrans. Ah, en tout cas, c'est considéré comme les dieux de Malifaux, quoi, au point où ils en sont, oui, effectivement. Des dieux terribles, des dieux que personne ne veut, on veut combattre, mais oui, ils ont la puissance quasiment de Dieu. Avec bah, les autres entités divines, c'est qui? C'est le. Il n'y a pas une divinité de la mort Oui, il y a le Grave Spirit, en fait, qui a été invoqué, justement, en gros, c'était le moyen de vaincre les tyrans, c'est Titania, la reine des reines des Neverborn, qui a trouvé un moyen, qui a fait venir le Grave Spirit sur Malifaux, et sa présence a détruit plus ou moins les tyrans. On pensait que ça les tuerait, mais en fait, ça les a pas tués. Ça a juste détruit leur forme qu'ils avaient. Et du coup, grâce à ça, ensuite, les Neverborn ont pu les enfermer chacun d'une façon différente. Mais même le Grey Spirit, qui est donc un peu, voilà, l'esprit de la mort lui-même, même si on sait pas vraiment ce que c'est, on sait juste qu'il vient d'ailleurs et qu'il a été amené sur Malifaux. Même lui, les a pas détruits. Donc, oui, mais bon, ça les a affaiblis suffisamment et ça les a privés de leur forme physique pour que, du coup, derrière, on puisse en faire se battre contre eux. Mais voilà, ils reviennent et effectivement, les humains qui se font posséder par eux, certains, voilà, il y a une cohabitation qui se passe et pour certains, ça se passe pas très bien. bah, pour qui ça se passe bien, en fait? Enfin, est-ce qu'il y a des Chaîne exemples longue, de personnes? chaîne longue parce que ça, il y a une cohabitation qui se fait plus ou moins, même si pareil, lui aussi commence à sentir que ça sent le roussi, qu'il veut faire en sorte de se libérer aussi de ça. Mais oui, à terme, de toute façon, ça se passe toujours mal. C'est juste que Ouais. ça prend plus ou moins de temps. Oui, d'accord, mais il y a quand même des gens pour qui ça arrive. Enfin, c'est pas si terrible pour le moment, quoi. Pour le moment, ouais. Mais effectivement, c'est assez peu. Ça marche. Et ben, on est arrivé à la fin des Masters Arcanistes. Ouais. Donc voilà, moi, vous avez toute la présentation pour les arcanistes. Mhm. Et ben, c'était très chouette comme vidéo de l'or, j'ai trouvé. Ouais. Et ben, merci beaucoup pour toi, parce que tu m'as appris énormément de choses que je ne savais pas. Et bien de rien, c'est tout l'intérêt. Mhm. Et puis Et bon, du coup, ouais, tu veux les sortir par faction comme ça? oui, je pense. Là, ça fait une C'est bien, heure à ça peu fait près. une heure. Donc, Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà. Ben voilà. Ben c'est pour ça, ouais, c'est l'idée, comme tu dis, ça profite de parler du lore, de parler des éléments des personnages pour ceux qui les ont pas lus. On verra, on verra bien ce que les gens nous en diront, s'ils ont trouvé ça cool ou pas, ou ouais. trop lent, ou pas, si ça passe un petit trop sur des détails ou pas. Bah, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, alors, il est tout à fait impossible que des fois on fasse des erreurs sur certains persos, surtout que par exemple moi typiquement Arcanist c'est la faction que je connaisse le moins. Donc il y a des personnages des fois j'y vais un peu de ce que je me souviens et puis en plus comment ça aide pas, ça commence à faire longtemps que j'ai lu un peu tout ça donc des fois je fais des fois je me plante tout simplement donc si vous avez des rectifications à faire ou de discussions à faire, quelles qu'ils soient, ça sera toujours intéressant, ça sera toujours amusant. Et vous pouvez vous amuser à rechanger la tier list aussi, même si c'était plus un prétexte qu'autre chose, ça peut être toujours amusant de voir les points de vue des uns et des autres. Discussion, c'est toujours une bonne chose. Oui. Bah, finalement, les arcanistes, il y a un peu de tout, mais c'est quand même plutôt une faction sympa. Bah, c'est pas, ça se tient effectivement à la nature de leur faction, dans le sens où, en fait, de base, à la base, même si effectivement ça a été fait pour le grand Ramos qui a toujours des plans et dans des plans, donc pour quel était son but véritablement, ça il y a que lui qui le sait. Mais comme ça a été présenté en tout cas aux arcanistes, c'était le but de faire une organisation pour se protéger entre magiciens sur le monde de Malifaux parce qu'ils sont pourchassés par la guilde, parce qu'ils ne sont pas des mages légaux. Donc forcément, ça rassemble des gens qui sont plus pourchassés que pourchassants. Ouais. Donc ça amène un peu plus de sympathie, voire de neutralité, parce que voilà, pour certains, enfin pour certains, quasiment tous, hein, ils sont pour rien d'avoir eu des pouvoirs magiques, surtout que Malifaux a cette capacité que des fois des gens qui n'avaient aucun talent magique, en passant la brèche entre notre monde et Malifaux, se découvrent des pouvoirs magiques. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que la guilde fait vachement gaffe aux magiciens,
C'est parce qu'en fait, des fois, ça se déclenche après coup, ça se déclenche de façon violente, et ça peut tuer des gens autour, voire exploser la personne elle-même, ou ce genre de choses. Donc, il y a un contrôle de la guilde, mais qui à la base n'a pas non plus totalement juste purement dictatorial. Il y a quand même des raisons, et qu'il y a quand même des gens qui attrapent Sonia, qui sont juste des dangers ambulants pour n'importe qui. Mais vu que c'est la guilde, elle fait pas de distinction, et du coup, on attrape entre guillemets, on rafle un petit peu tout le monde, quoi. Ouais, et puis bon, la guilde, c'est quand même un système un peu oppressif qui veut garder sa mainmise sur les Soulstones, justement, puisque officiellement, ce sont les seuls qui en possèdent, qui ont le droit de les vendre, les extraire, etc. Ah oui, bah, de toute façon, la guilde, c'est un conglomérat de marchands à la base, et voilà, eux, leur principe, c'est de faire du pognon. Ils sont pas là pour faire de l'humanitaire, effectivement. Mais c'est intéressant, c'est amusant, parce qu'ils se retrouvent à en faire malgré eux, en fait. Parce que, justement, vu que ceux qui gèrent la société, ben, ils se retrouvent un peu garants de la société. Mais effectivement, du coup, les arcanistes sont parmi les premiers victimes de cela, et du coup, ils se rallient par, entre guillemets, une association, entre guillemets, un peu victimaire, donc du coup, forcément, ouais, il y a un peu plus de gens sympas chez eux, quoi. Mm, mm. Bon, on Mais bon, on verra verra bien. dans l'ensemble, hein, c'est Oui. ça, s'il faut, on peut se surprendre même et avoir finalement, au final, plus de gens sympathiques que de gens mauvais. Ce qui Bah, ne serait ça, pas non plus déconnant dans un genre de jeu de figurines, même aussi sombre comme il faut, qu'on ait peut-être plus de gens sympathiques pour nous donner envie de les jouer que de connards finis. oui, même si ça a son charme de jouer des connards quand même, hein. C'est bien, c'est toujours bien, mais je pense que ça me semblerait bizarre qu'un jeu ait la majorité de ses figurines qui soient des connards, tu vois. Même si Ou, bon, ça il y en dépend, a, hein. On prend Warhammer 40 000, les 9 dixièmes des gens, c'est des connards, hein. ouais, mais ça dépend. On dépend toujours de à quel point tout se justifie, tu vois. On pourrait dire qu'effectivement, l'Imperium, c'est un empire fascisant, totalitaire, extrémiste et tout ce que. Mais de l'autre côté, ça maintient les gens en vie. Donc, parce que s'ils seraient pas là, ça serait bouffé par les démons et ravagé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est voilà, et la guilde, c'est un petit peu ça aussi. Voilà, c'est toute la question de moralité qui est jamais évidente de qu'est-ce qui justifie quoi. Mhm. Et c'est pour ça que c'est jamais évident et que on peut jamais donner des réponses absolues, genre non, ça c'est ça la vérité. Ben non, parce que ça dépend où chacun met son curseur, où chacun estime les choses. Oui, oui, puis l'univers est pas tout blanc, tout noir, quoi. Ah ben non, le monde, enfin les mondes, les univers, tout n'est jamais tout blanc, tout noir. Tout est en nuances de gris et justement c'est à chacun de voir comment chacun a ses propres yeux et voit les nuances de gris de façon différente. Eh ben ça marche. Eh ben là-dessus, je pense qu'on va se quitter. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a quand même un petit peu intéressé ou au pire amusé. Voilà, n'hésitez pas de dire si vous sablez bien, trop long, trop court, et voir comment l'améliorer, parce qu'effectivement c'est un test, un premier test, et on verra bien ce que les gens en pensent. En tout Ouais, cas, nous, c'était plaisant c'était plaisant à faire. franchement, c'était super. Bon. Eh ben salut tout le monde. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.